Introduction à la vie, partie 8. Tom Manceau. Vivre sans espoir, c'est naviguer sans boussole. Alors effectivement, quand on prend son bateau, bon, si on fait le tour du lac ou je sais pas quoi, bon, on n'a pas besoin de boussole. Bon. Mais en revanche, si on part en pleine mer un peu à l'aventure, vaut mieux avoir boussole, carte, GPS et choses comme ça pour se repérer. Donc ça dépend des cas. Mais pour la vie en général, il vaut mieux avoir des phares, des boussoles, des cartes, des plans, stratégies tactiques, des trajectoires. Et pour ça, un des éléments essentiels, c'est l'espoir. Par exemple, quand on est célibataire, il vaut mieux toujours conserver l'espoir, un jour ou l'autre, de rencontrer une femme assez compatible avec soi pour vivre une nouvelle histoire d'amour. Est-ce que sinon, on peut s'enfermer dans une genre de dépression de célibataire et tourner en rond et plonger dans les idées noires. Ouais, je vais mourir seul, je vais plus jamais rencontrer l'amour, je sais pas quelle histoire. Et puis pareil pour la mort. Si on pense, si on n'a pas d'espoir, dans le sens après la mort il n'y a rien, bon bah des fois on se dit à quoi ça sert de vivre, et puis bon on tourne en rond dans ces idées noires. Est-ce que si on a l'espoir, bon, qu'il y a une genre de continuité après la mort, on sait pas trop ce qui se passe, la réincarnation, le paradis, ou je sais pas quoi encore, mais si on a l'espoir que c'est pas le néant après la mort, mais quelque chose de spécial, mais des fois plutôt cool. Donc si on a l'espoir d'un truc plutôt cool après la mort, bon bah finalement c'est pas grave la mort, un jour ou l'autre ça arrivera, puis bon tant pis, puis je changerai d'état, puis j'irai vadrouiller ailleurs. Et puis voilà, donc en fonction de son non-espoir ou d'un espoir positif, on n'a pas la même vie à l'instant présent. Pourquoi ? Parce que l'autre, il s'engouffre dans les idées noires, je vais aller dans le néant, oh bah super. Est-ce que l'autre, il se dit, vivons la vie pleinement, à la fin, de toute façon, je me réincarnerai, ou je sais pas quoi. Donc, de toute façon, autant vivre la vie le mieux possible, etc., etc. Donc, en fonction de son espoir, on a plus ou moins d'idées positives ou négatives et de directions à prendre ou ne pas prendre. Carl Gustav Jung. La plus petite chose dotée de sens a plus de valeur dans une vie que la plus grande chose si elle en est dénuée. Ben oui, par exemple pour l'or. Un petit bijou en or gravé au nom des deux amoureux, par exemple Roméo et Juliette. Un petit collier en or avec marqué Roméo et Juliette pour la Juliette, si c'est son Roméo qui lui offre. Bah, ça a beau être en or ou en argent ou ce que tu veux, elle y attache une valeur inestimable. Elle le vendra jamais, enfin, en période normale. Elle y tiendra comme à la prunelle de ses yeux, à son petit bijou, même si c'est du plaqué or. Tandis que l'avare qui accumule les lingots d'or, il a beau en avoir des milliers, aucun de ces lingots d'or, il se tuerait ou il ne vendrait jamais. Il s'en fiche, il accumule de l'or, de l'or, de l'or, de l'or. Donc il a beau avoir un tas d'or, il n'y a pas de valeur très sentimentale pour tout ce paquet d'or. En revanche, un petit plaqué or, un bijou magnifique, remémorant, je sais pas, une aventure romantique amoureuse, la naissance d'un enfant, le nom de sa mère et de son père, allez savoir, mais quelque chose de sentimental, des choses d'émotionnel, bah, aura beaucoup plus de valeur que n'importe quel objet dénué de sentiments. Placide Gabory, c'est l'ouverture à l'inconnu qui caractérise le véritable savant.
Ben oui, parce que le véritable savant, d'un certain point de vue, c'est celui qui cherche toujours à comprendre, à mieux comprendre soi-même et l'univers qui l'entoure, etc. Un peu à tout comprendre sur tout, bon, tant qu'il peut. Donc le véritable savant, d'un certain point de vue, cherche à, entre guillemets, tout comprendre, ou du moins le plus possible. Mais donc, le véritable savant, qui a un peu de sagesse, sait que d'abord, il ne sait pas tout. Et donc, puisqu'il ne sait pas tout, bah, le savoir est infini. Bon. Donc il est sûr qu'il ne sait pas tout. Et même qu'il ne saura jamais tout. Bon, tant qu'il est en vie. Et donc, conclusion, il sait qu'il ne sait pas tout. Donc, il sait qu'il y a des choses qui lui sont mystérieuses, inconnues, insondables pour l'instant, impénétrables à sa pensée, ou je ne sais pas quoi. Donc, en fait, le véritable savant sait qu'il ne sait pas tout, et donc sait qu'il y a des choses qui lui sont inconnues, mystérieuses, tout ça, et qu'il aimerait bien peut-être savoir, découvrir. Par exemple, la loi de diffraction de la lumière, trouvée par Descartes. Quand j'étais jeune, je me disais, tiens, comment ça marche? Pourquoi quand je prends un bâton tout droit, quand je plonge dans l'eau, je le vois courber? Oh, bah, je me disais, pourtant, il est droit, le bâton. Mais quand je le plonge dans l'eau, il est courbé. Oh, bah, enfin, je le vois courber. Oh, bah, comment ça marche? Et puis, j'ai beau bouger le bâton dans tous les sens. Bon, la courbure change. Ouh, compliqué. Donc, le véritable savant sait qu'il ne sait pas tout, et donc forcément cherche à résoudre les inconnus. Mais pour résoudre des inconnus, faut pas être fermé à l'inconnu, faut être plutôt ouvert au mystère et à l'inconnu, et chercher à résoudre le plus possible ces variables inconnues. France Gall. Pour moi, on n'est pas des êtres humains vivant une vie spirituelle, mais des êtres spirituels venus vivre une aventure humaine. Excellente citation de France Gall, qui s'est inspirée de la vieille maxime Navarro. Nous sommes des êtres spirituels, incarnés dans de la matière. Bon, elle l'a remixé à son goût, qui est pas mal. Donc en fait, il faut comprendre que c'est la spiritualité qui est plus importante que la matière. Et de là en découle l'âme qui est fondamentale pour l'être humain. C'est son essence même, c'est son moteur. Et puis, bon, la matière existe. Bon, ok, ça c'est assez facile à comprendre. Bon. Après, comment est exactement la matière? Alors ça, c'est très compliqué. Il faut connaître la mécanique quantique, les principes de Louis de Broglie, par exemple, que toute particule de matière est à la fois onde et corpuscule. Oh, bah dis donc, pas facile à comprendre. Donc, en fait, bon, il y a la matière. Mais il y a aussi la spiritualité. Il y a des moments dans votre vie, je suis sûr que vous avez des fois été joyeux, bon, ou des fois triste. Des fois vous avez pleuré, ou des fois vous avez éclaté de rire, ou des fois plein d'autres choses. Mais donc, vous avez, pourtant votre corps c'était toujours le même quelque part. Mais des fois, en 5 minutes, vous êtes passé du rire aux larmes, ou telle variante, qui ont beaucoup changé votre état intérieur. Donc vous êtes aperçu qu'il y avait des choses qui se passaient au fond de vous, quelque chose de pas matériel, vous pouvez pas le toucher. Quand vous pleurez, bon d'accord, vous avez des larmes qui coulent, bon, vous avez des signes que vous êtes triste, mais vous la touchez jamais, cette tristesse. C'est pas matériel, c'est spirituel. Eckhart Tolle. Certains changements vous sembleront négatifs en apparence, mais vous vous rendrez vite compte que cet espace est créé dans votre vie pour que quelque chose de nouveau émerge. Ah, par exemple, en amour, on le sait bien. La mort d'un amour donne souvent naissance au début d'un nouvel amour. Surtout chez les femmes, elles connaissent bien cette maxime.
Donc dès qu'elle rompt avec un homme, bon, ça dépend des cas, mais quelques temps après avoir digéré la déception, eh ben, elle retrouve un nouvel amour, une nouvelle aventure, une nouvelle histoire d'amour. Et puis parfois, c'est de mieux en mieux. C'est-à-dire que, à force d'expérience, elles savent mieux choisir leurs compagnons, elles savent mieux évoluer dans l'amour avec leurs compagnons, etc. Donc, on sait bien dans l'amour que certaines ruptures peuvent être catastrophiques moralement pendant un certain temps, mais après, c'est la naissance d'un nouvel amour si on a de la chance, et assez souvent, c'est encore mieux si on a un peu de chance. Jean-Paul Sartre. Les valeurs sont le sens que l'on choisit de donner à sa vie. Ah, il y a une grande différence dans les actions d'une personne en fonction de sa philosophie. S'il y a deux personnes, l'un est avare et l'autre généreux, altruiste, ils rencontrent tous les deux le même clochard, admettons qu'ils soient amis. Deux amis, l'un avare et l'autre généreux se baladent, rencontrent un SDF clochard. Il n'est pas très difficile d'imaginer qu'ils vont pas avoir la même réaction vis-à-vis du pauvre. Il y en a un peut-être qui va filer un petit billet sympathique avec un joli sourire, et l'autre il va passer en détournant le regard. À vous de choisir lequel et qui. Donc, en fonction des valeurs que l'on a dans la vie, les réactions, actions-réactions ne sont des fois pas du tout les mêmes. Après, qui est le meilleur, ou qui fait bien, qui fait mal, c'est compliqué. Surtout que, même si on fait la généralité en moyenne, il y a toujours la règle zéro universelle qui arrive à un moment et qui dit toutes les règles ont une exception. Donc toutes tes règles à la noix ne marchent qu'en moyenne et tu as toujours exception, exception, exception. Ouh, c'est très compliqué. William Henry Channing. Vivre et se contenter de peu. Rechercher l'élégance plutôt que le luxe. Et le raffinement plutôt que la mode. Être digne plutôt que connu. Et être prospère plutôt que riche. Écouter les étoiles et les oiseaux. Les enfants et les sages, avec le cœur ouvert, et étudier beaucoup, penser posément, agir avec honnêteté, parler gentiment, attendre les occasions, ne jamais se presser, en un mot, laisser le spirituel, spontané et inconscient, grandir à travers le commun, telle est ma symphonie. Oh, magnifique, un peu longue. Bon. Donc, d'abord, bien sûr, il vaut mieux un peu se connaître soi-même et connaître un peu les grandes directions dans lesquelles on veut aller. Et vivre sa vie, penser sa vie et vivre sa pensée. Bien sûr, c'est sympa quand on a pas mal de choses, des petits gadgets, un moyen de locomotion, etc. Une maison ou je sais pas quoi. C'est sympa d'avoir des possessions de temps en temps, mais il faut savoir se contenter de peu. Par exemple, j'aime bien les bons gueuletons, manger très raffiné, mais si des fois j'ai pas le temps et je suis obligé de me manger un petit plat de pâtes beurre gruyère râpé, petite sauce, tant pis, puis c'est pas trop mauvais, ça cale bien de temps en temps. Donc il faut savoir aussi se contenter de peu. Après, il y en a qui aiment bien se vautrer dans le luxe, mais c'est plutôt le raffinement qui est plus adéquat, parce que du luxe pour le luxe, bof. Tandis que du raffinement, c'est plus subtil, et t'as pas besoin d'avoir des milliards pour être raffiné. Alors bien sûr, tu peux avoir ton propre style. Et c'est mieux, plutôt que de copier comme un mouton la mode qui change tous les X mois. Alors un coup, pour les femmes, c'est les robes longues, un coup c'est les robes courtes, un coup c'est les bas, un coup c'est les porte-jartelles, et etc. Puis ça varie, ça varie, ça varie.
Et c'est tout ça pour faire marcher le commerce de la mode. Donc la mode a été inventée pour faire marcher les industries de la mode, qui ont besoin toujours d'écouler leur stock, tout ça. Donc il vaut mieux avoir son style, plutôt que d'avoir le style de la mode. Bon, après, il faut savoir écouter un peu tout le monde. Bon, qu'il soit enfant, adulte mature, ou sage, ou je sais pas qui. Des fois, on apprend toujours de bonnes informations si on sait parler aux bonnes personnes, qu'ils soient enfants, âge mature, ou sage, ou etc. L'enfant va peut-être nous donner un point de vue un peu naïf et élémentaire, mais il faut toujours se rappeler les points de vue de base. Ça peut toujours aiguiller dans la bonne direction. Et puis parfois, la vérité sort de la bouche des enfants. On sait pas trop comment. Il y a des explications, mais bon. Puis bien sûr, l'homme mature, des fois aussi, si il est un peu subtil et cultivé dans le domaine, c'est peut-être intéressant d'avoir son point de vue. Il peut éclairer certains aspects. Et bien sûr, on peut demander au vieux sage de la discipline qu'est-ce qu'il en pense et quels conseils avisés il pourrait nous donner face à telle problématique. Donc, il faut savoir écouter à la fois un peu tout le monde, mais toujours en conservant son sens critique. Et bien sûr, il faut savoir contempler la nature aussi. C'est mieux voir un vol d'albatros, voir un vol d'oiseaux en formation. Ah, c'est magnifique, surtout quand ça passe juste au-dessus de soi. On voit des images grandioses. Donc, il faut savoir écouter la nature, la contempler aussi. Bon, et puis après, il donne plein de bons conseils. Carl Gustav Jung, il n'y a pas de lumière sans ombre et pas de totalité psychique sans imperfection. La vie nécessite pour son épanouissement non pas de la perfection mais de la plénitude. Sans imperfection, il n'y a ni progression ni ascension. Alors bien sûr, Jung avait accès à la philosophie taoïste. Bon, pas énormément, mais il y avait quelques textes sur la philosophie taoïste à l'époque de Jung. Donc il a commencé à comprendre le plus, le moins, l'ombre, la lumière, etc. Le yin, le yang, tout ça. Puis il a rajouté que nul être humain est parfait, bon, qui est un grand standard. Parce que, d'un certain point de vue, si tu supposes l'absurde, si t'as un être humain, imaginons par l'absurde. Si j'ai un être humain, bon, disons Socrate. Si Socrate est parfait, bon. Alors après, on peut discuter de la notion de parfait, bon. Mais si Socrate est parfait, alors, d'un certain point de vue élémentaire, il a plus besoin d'évoluer. Il a plus besoin d'apprendre de nouvelles choses, puisqu'il est parfait. Donc il doit avoir un savoir pharaonique, titanesque, ou je sais pas quoi. En gros, il fait pas trop d'erreurs, quoi. Si ce n'est zéro, bon, temps. Il est parfait, quoi. Donc si t'es parfait, bah t'as plus besoin de progresser, ou dans quoi tu veux progresser, t'es parfait. Donc d'un certain point de vue, t'as atteint un maximum, et d'un certain point de vue, tu peux plus progresser. Donc, est-ce que c'est cool d'être parfait ou tu stagnes, tu peux plus progresser? Bon, ça se discute. Mais comme nul être humain est parfait, le débat est clos. Si t'as compris ça, t'as compris que la perfection n'existe pas pour l'être humain. Donc, conclusion, un être humain n'est jamais parfait. Et donc, inévitablement, il peut toujours progresser positivement. Ah, c'est pas mal. On peut toujours progresser positivement. On peut toujours monter les échelons, monter les échelles, une à une, gravir montagne sur montagne. Sans interruption, jusqu'à la fin de sa vie et de toutes ses vies, on pourra toujours progresser positivement. René Dubos, c'est la diversité et non l'efficacité qui est la condition sine qua non d'une vie humaine riche et créative. Alors bien sûr, le mieux, c'est d'avoir les deux, diversité et
efficacité. Mais si on devait en choisir un des deux, pas de cul, eh ben le mieux c'est diversité. Parce qu'une vieille maxime dit diversité est source de richesse. Entre autres pourquoi? Parce que, bon, j'ai des contre-exemples de collègues mathématiciens dans les centres de recherche qui n'avaient en gros que 1 ou 2 ou 3, pas plus, sujets de discussion. Grand 1, les maths, et il y en a certains, c'était grand 2, les échecs, puis terminé. Il passait sa vie entre les maths et les échecs. Alors, s'il faisait pas de maths, il faisait des échecs. S'il faisait pas d'échecs, il faisait des maths. Il passait sa vie à ça. Donc bon, il était pas très ouvert et pas très diversifié. Bah, comme par hasard, il avait très peu de copains, à part quelques matheux. Et une vie sociale, entre guillemets, très basse, très faible. Bon, il rigolait pas beaucoup, quoi. En revanche, la personne qui aime la diversité, assez souvent, elle est plus sociale, a plus d'amis, différents, et vraiment différents. Hein. Par exemple, un manote matheux que j'ai rencontré, lui qui était très social, très ouvert, il avait, mais alors, un wagon d'amis et un peu de partout. Dès qu'il allait quelque part, on le trouvait sympa. Et il se faisait rapidement des copains, des copines. Et donc, diversité et source de richesse ouvre à beaucoup plus de richesse dans la vie que la fermeture à quelques domaines, et puis on est hermétique aux autres. Satish Kumar. Être, c'est appartenir à un immense réseau de relations. Et ce réseau ne se limite pas seulement à l'espèce humaine. Il englobe toutes les formes de vie. Alors bon, bien sûr, il y en a certains qui aiment bien leur vie d'ermite, paumés dans leur île déserte. Il y en a certains, c'est comme ça. Bon, ils préfèrent la vie seule, solitaire, au croisement d'autres êtres humains. Bon, tous les cas sont dans la nature. Il y a quelques rares exceptions comme ça. Mais pour la grande majorité des gens, ils aiment être dans un village, une ville, dans une communauté, dans un pays, une nation. Ils aiment être en relation avec une société, petite ou grande, familiale, amicale, professionnelle. L'homme se nourrit, l'être humain se nourrit de relations aussi, de relations humaines bien sûr. Plus particulièrement, amour eros entre un homme et une femme par exemple, c'est une relation peut-être la plus profonde des relations humaines. Puis bien sûr après, la relation avec ses parents, ses amis, sa famille, ses enfants, ses cousins, je sais pas quoi encore. Donc il y a les relations d'amour filial, les amis, la famille. Puis bien sûr, il n'y a pas que les relations humaines. On peut avoir un animal de compagnie, un chat, un chien. Par exemple, le chien, quand on a un chien chez soi, on bâtit une relation très profonde avec cet animal. Très souvent, on le caresse, on va le promener, on joue à la baballe, on bâtit une relation. Et puis le chien, il nous donne, enfin par exemple, le chien nous donne un amour, si on le traite bien, tout ça, il nous donne un amour inconditionnel et très puissant. Donc il n'y a pas que les relations humaines, il y a bien sûr les relations avec les autres animaux. Par exemple aussi, bon, c'est pas cool de se faire agresser par des moustiques l'été, on est plutôt en relation agressive. Mais donc, on est en relation aussi, d'un certain point de vue, avec tous les êtres vivants sur cette planète. Bon, c'est pas simple à comprendre. Et oui, parce que par exemple, s'il y avait plus d'abeilles, d'un coup, allez, hypothèse par l'absurde, on suppose que d'un coup, il y a un gros virus qui arrive, qui zigouille toutes les abeilles. Bon. D'un premier point de vue élémentaire, l'être humain naïf se dit « Ouais, bon, bah, je m'en fous des abeilles. » Eh ben non, il a tort. Quand tu comprends le cycle de la vie,
le recyclage, tout ça, le cycle de la vie, comment ça marche, l'écologie, tout ça, la nature, les cycles, tout ça. Si tu enlèves une espèce, rien qu'une seule, une espèce nécessaire au cycle de la vie, au lieu d'avoir un joli cercle qui tourne, eh ben tu auras un trou dans le cercle. C'est-à-dire que le cycle, il va faire hop, boum, crash. Et ça va partir en barigole. Si tu enlèves toutes les abeilles, qui c'est qui va butiner les fleurs et faire la reproduction des fleurs, des fruits, des légumes et tout ça, et des machins? Ça va être catastrophique. Tu enlèves les abeilles, si tu n'y en as plus, catastrophe écologique garantie. Donc c'est pour ça, nous sommes en relation, que l'on comprenne ou pas, avec toutes les formes de vie sur Terre. Nous formons un énorme système écologique. Et bien sûr aussi avec la matière morte, avec la matière inerte qui nous entoure. Parfois, certains aiment leur montagne, un gros tas de cailloux, ils disent « Ah, je l'aime ». Donc des fois, on peut être aussi en relation avec la matière inerte. Ou il y en a d'autres, c'est la plage, une certaine plage de leur enfance, ou je sais pas quoi. Ils l'adorent. Ils adorent la plage, le sable, la mer, tout ça. Certains endroits magnifiques. Donc on peut être aussi en relation avec des endroits, de la matière inerte, tout ça. Dernière citation pour la route. Emmanuel Carrère. Un ami, un véritable ami, c'est aussi un témoin. Quelqu'un dont le regard permet de mieux évaluer sa vie. Ah, ça. Alors bien sûr, on parle d'amis, et plus particulièrement d'amis fidèles, véritables, solidaires, un vrai ami, pas un copain de pacotille. Donc, si on a la chance d'au moins avoir un véritable ami, bon, c'est déjà très bien. Et c'est pas si courant que ça, hein. Faut pas se leurrer. On peut avoir sur son téléphone portable, par exemple, à notre époque, une liste interminable de connaissances copains, tout ça. Mais qui sait qu'on peut appeler à 3 heures du matin quand on a le blues? Ah bah ça, on les compte sur le doigt d'une main, hein. Eh ben, non, les véritables amis, ça court pas les rues, hein. Et donc, quel est l'avantage énorme? Enfin, c'est multifactoriel d'avoir un véritable ami, bien sûr. Tiens, viens, on va aller faire une fiesta. Plus on est de fous, plus on rit. Si t'as une bande de potes fidèles pour faire des fiestas, faire un bon gueuleton chez soi, bon, c'est sympa. C'est génial, on rigole, on fête. Des bons copains de fiesta. Mais sinon, c'est multifactoriel. Quelle est un peu la véritable utilité, enfin, une des véritables utilités d'un ami? Bah, c'est par exemple, on peut me papoter avec lui de tout et de rien, et entre autres de sa vie à soi, lui papoter ses problématiques, et si c'est un véritable ami, il va d'abord écouter, puis peut-être, sait-on jamais, donner un bon conseil ou deux, ou donner peut-être une piste, allez savoir. En tout cas, et si c'est un véritable ami, il aura une oreille attentive, ce qui vous permettra de synthétiser aussi votre pensée. Ce qui, de toute façon, sera profitable. Donc, vous avez minimum un petit bonus. Et si jamais, par exemple, il vous donne un bon conseil, oh bah, c'est gros bonus, l'ami. Merci, l'ami. Bravo, super. Tu m'as bien dépanné. Donc, souvent, un véritable ami sert de miroir, de projecteur pour mieux comprendre sa propre vie, soi-même. Et puis aussi, il a du recul sur vous, puisque c'est pas vous. Donc, il a du recul naturel sur vous. Si des fois vous êtes exubérant, il va le remarquer du premier coup d'œil. Ou si des fois vous tirez la tête toute la soirée, il va le remarquer aussi. Donc, conclusion, dans la vie, vaut mieux avoir des amis fidèles et diverses que pas d'amis du tout et être asocial. Voilà, fin de la vie, partie 8.